Mon mari a sorti ses valises pendant que je récupérais les enfants à l'école. Quand je suis rentrée, la moitié des meubles avaient disparu. Il avait pris les 2 comptes joints. Il avait changé les serrures. Et sur la table de la cuisine, il avait laissé une enveloppe à l'intérieur, une seule feuille de papier, 3 lignes. Tu n'as plus rien ici. Ne cherche pas à me joindre. L'avocat te contactera. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assise sur le bord du canapé qui restait. Et j'ai regardé. Mes 2 fils me fixaient, attendant que je leur explique ce qui se passait. À ce moment précis, j'ai pris une décision, une seule. Silencieuse, point définitive, avant la fin de ce mois. Il regretterait chaque mot écrit sur cette feuille. Je m'appelle Élise Fontaine, j'ai 37 ans. Je suis coordinatrice administrative dans une grande entreprise de logistique basée à Lyon. Pour ma belle famille. Cela n'a jamais été un vrai travail. Pour mon mari Olivier, j'étais celle qui restait à la maison, même quand je ne l'étais pas. Pendant 12 ans, j'ai cru que les sacrifices silencieux construisaient quelque chose de solide. Puis, le soir du 14 novembre, j'ai compris que je bâtissais sur du sable et que certaines personnes attendaient impatiemment que je finisse de construire pour tout récupérer. Revenons au début. Pas au mariage. Pas à la naissance des enfants. Au soir précis où tout a changé, c'était un jeudi, il faisait froid. De ces froids humides qui entrent dans les os. J'avais récupéré Théo, 8 ans, et Lucas, 6 ans, à l'école. Le trajet durait 25 minutes. Théo m'avait demandé si papa allait dîner avec nous ce soir. Je lui avais dit oui, probablement. Quand j'ai tourné dans notre rue, j'ai vu le van de déménagement. Pas un grand van. Un véhicule de location, Bordeaux, immatriculé dans le Rhône. La porte d'entrée était ouverte. J'ai garé la voiture. J'ai demandé au garçon de rester assis. À l'intérieur, la télévision avait disparu. Les étagères du salon étaient vides. Notre lit commun avait été démonté. Les tiroirs de la cuisine étaient ouverts, à moitié vidés. Un homme que je ne connaissais pas portait des cartons vers l'extérieur sans me regarder. Olivier était dans la chambre. Il pliait les dernières affaires dans un sac. Il ne s'est pas retourné immédiatement quand je suis entrée. Quand il l'a fait, son visage était neutre. Pas triste, pas coupable. Neutre. Comme quelqu'un qui finit une tâche administrative. Je t'ai laissé une lettre sur la table. A-t-il dit, c'était tout. Aucune explication, aucun regard prolongé. Il a fermé son sac, l'a mis sur l'épaule et a quitté la pièce. Je l'ai suivi dans le couloir. Les enfants sont dans la voiture. Il s'est arrêté une seconde. Je leur parlerai ce week-end. La porte d'entrée s'est fermée. Le van a démarré. J'ai entendu Théo crier depuis la voiture. « Maman, pourquoi le monsieur emmène notre canapé ?» Ce soir-là, j'ai couché les garçons sur des matelas gonflables dans leur chambre. Je leur ai dit que papa et maman avaient besoin de chacun avoir leur espace. Lucas a demandé si c'était à cause de lui. J'ai dit non 12 fois, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Puis, je me suis assise dans la cuisine vide et j'ai lu la lettre avant de vous dire ce que contenait cette lettre et ce qu'Olivier avait vraiment manigancé. Depuis des mois, permettez-moi de m'arrêter une seconde. Quelle heure est-il là où vous vous trouvez en ce moment? Quel temps fait-il chez vous? Depuis quel pays ou quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et maintenant, restez avec moi. Parce que ce qui suit va vous faire comprendre que la lettre n'était que la surface. En dessous, il y avait quelque chose de bien plus calculé et de bien plus dangereux. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, il faut comprendre ce qui s'est passé les 12 années précédentes. J'avais rencontré Olivier à 25 ans dans une conférence professionnelle à Bordeaux. Il était consultant indépendant, charmant, organisé, ambitieux. Sa famille venait du secteur immobilier. Son père, Bernard Marchand, possédait 3 agences dans la région Occitanie. Sa mère, Colette, gérait les finances du foyer avec une précision froide. Dès le départ, j'avais senti quelque chose. Pas de la malveillance, quelque chose de plus discret, une façon subtile de classer les gens, ceux qui apportent à la famille et ceux qui coûtent. Très vite, j'avais été rangée dans la 2e catégorie. Pas parce que je ne travaillais pas, mais parce que mon travail ne générait pas de contacts utiles pour Bernard. Pas de réseau immobilier. Pas de notaire. Pas d'investisseur. J'étais coordinatrice administrative. Pour eux, une secrétaire glorifiée. Pendant les repas de famille, on ne me posait jamais de questions sur mon travail. On me demandait si les garçons avaient besoin de quelque chose. Comme si ma seule contribution possible était domestique. La première injustice.
financière dont j'ai été témoin. C'était 4 ans après notre mariage. Olivier avait perdu un contrat important. Nous avions un crédit immobilier sur notre appartement à Lyon. Sans en parler, son père avait viré 22 000 € sur notre compte commun pour couvrir 3 mois de remboursement. Je l'avais découvert par hasard, en vérifiant le relevé bancaire. Quand j'en avais parlé à Olivier, il avait haussé les épaules. Papa a aidé. C'est normal dans les familles. J'avais demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé, pour éviter que tu t'inquiètes. C'était la première fois que j'avais senti le sol se dérober sous mes pieds. Pas à cause de l'argent, à cause de la décision prise sans moi dans ma propre vie. 2 ans plus tard, nouvelle découverte. Olivier avait ouvert un compte d'épargne à son seul nom. Il y versait 400 € par mois depuis notre mariage, sans m'en parler. Quand je l'avais confronté, il avait dit que c'était son argent à lui, gagné par lui. Nous avions un budget commun. J'y contribuais à hauteur de 38% de mon salaire net chaque mois. Lui, 30%. Le reste venait de mes heures supplémentaires non déclarées dans notre comptabilité domestique. Lui l'appelait ma participation. Moi, j'appelais ça payer pour l'illusion d'un partenariat égal. La 3e injustice était la plus longue à raconter. 2 ans avant la nuit des valises. Ma mère était décédée. Elle m'avait laissé un bien immobilier, un appartement à Nantes, hérité de mon grand-père. Valeur estimée 187 000 €. Joe n'avais pas vendu, j'avais loué. Les revenus locatifs atterrissaient sur un compte que j'avais ouvert à mon nom, 150 € par mois. Ce compte, je ne l'avais pas mentionné à Olivier, pas par dissimulation, par instinct de préservation. Quelque chose en moi savait que cet argent devait rester à moi, je n'avais pas tort. La découverte, qui a tout fait basculer, est venue 6 semaines avant la nuit des valises. Un soir, Lucas avait renversé un verre d'eau sur la tablette d'Olivier. Pour récupérer les fichiers importants, j'avais branché la tablette sur mon ordinateur pour faire une sauvegarde. Pendant le transfert, une notification était apparue. Un message de l'application d'un cabinet d'avocats, objet. Confirmation de rendez-vous. Procédure de divorce, partage d'actifs. Le rendez-vous était daté de 3 semaines auparavant. 3 semaines. Pendant lesquelles Olivier avait continué à dîner avec nous, à aider Lucas à faire ses devoirs, à me demander comment s'était passée ma journée. J'ai fermé la fenêtre de notification. J'ai terminé la sauvegarde. J'ai rangé la tablette. Et ce soir-là, pendant qu'il regardait la télévision dans le salon, j'ai envoyé un message à ma cousine Nadège, juriste spécialisée en droit de la famille à Toulouse. Un seul message. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Ne dis rien à personne. Elle a répondu en 30 secondes. La lettre laissée sur la table de la cuisine n'était pas une déclaration de divorce, c'était quelque chose de plus précis et de bien plus calculé. Olivier écrivait qu'il demandait le divorce pour incompatibilité de caractère. Il précisait qu'il souhaitait la garde principale des enfants. La raison invoquée, l'instabilité professionnelle de la mère. Lui, consultant avec dossier fiscal solide. Moi, coordinatrice administrative à temps partiel depuis la naissance de Lucas. Il mentionnait l'appartement de Nantes. Il affirmait que les revenus locatifs, perçus pendant le mariage, étaient un actif commun dissimulé, et qu'à ce titre, il demandait 50% de leur valeur cumulée. Sur les 4 années de perception, 4 ans, à 650 € par mois, ou bien 200 €, il en voulait la moitié, 15 600 €, plus la compensation pour avoir assumé seul le crédit immobilier pendant les mois couverts par son père. Soit, il demandait de l'argent pour une aide que son propre père m'avait dissimulée. J'ai lu cette lettre 3 fois, lentement. La 3e fois, j'ai compris que cela avait été préparé depuis longtemps. Très longtemps. Et que la nuit des valises n'était pas une impulsion, c'était le résultat d'une planification minutieuse. Le lendemain matin, j'ai appelé Nadège pendant 2 heures. Elle m'a posé des questions précises, des dates, des montants, des relevés, puis elle m'a posé la question qui m'a stoppé net. Est-ce que tu sais qu'Olivier a modifié son contrat de mariage il y a 2 ans? Je n'en savais rien. Nadège m'a expliqué. 2 ans après notre mariage, nous avions signé un document chez le notaire. Olivier m'avait dit que c'était une mise à jour administrative liée à l'achat de l'appartement. J'avais signé sans tout lire, je lui faisais confiance. Ce document n'était pas une mise à jour, c'était une clause additionnelle spécifiant que, en cas de divorce, les apports financiers extérieurs, y compris les héritages reçus pendant le mariage, devaient être déclarés et soumis à une évaluation de partage. Il m'avait fait signer ma propre vulnérabilité juridique
avec ma propre main. Devant un notaire. Nadège m'a demandé si j'avais encore la copie de ce document. Je l'avais. Dans un classeur à dos rigide bleu que je gardais dans le tiroir du bas de mon bureau. J'avais toujours gardé des copies de tout, par habitude, par instinct. Nadège a demandé si j'avais d'autres documents dans ce classeur. J'ai commencé à l'ouvrir pendant qu'elle parlait, et c'est là que j'ai trouvé quelque chose qu'Olivier n'avait jamais su que j'avais gardé. Un relevé de compte, pas le mien, pas le nôtre, celui de son père, Bernard Marchand. Un relevé que Bernard avait imprimé par erreur sur l'imprimante de notre salon lors d'un dîner de famille 2 ans plus tôt. Il l'avait cherché, ne l'avait pas trouvé, avait supposé une erreur d'impression. Il avait relancé l'impression depuis son téléphone. L'original était resté dans le tiroir du buffet. Je l'avais rangé machinalement dans mon classeur. En le relisant ce matin-là, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué la première fois. Un virement de 40 000 € émis depuis le compte de Bernard Marchand, à destination d'un compte dont je ne reconnaissais pas le titulaire. SCI Lumière Occitanie. Date. 18 mois plus tôt. SCI Lumière Occitanie. Je n'avais jamais entendu ce nom. J'ai demandé à Nadège si elle pouvait vérifier ce nom. Elle a dit qu'elle me rappellerait. 2 heures plus tard, elle m'a envoyé un document par email. SCI Lumière Occitanie était une société civile immobilière créée 19 mois plus tôt. Associés. Bernard Marchand et Olivier Marchand. Objet social, acquisition et gestion d'actifs immobiliers. Olivier, mon mari, avait créé une société avec son père, 19 mois avant de demander le divorce. Sans jamais m'en parler, j'ai cherché les biens enregistrés sous cette SCI. Nadège a effectué les recherches par ses propres canaux. Ce qu'elle a trouvé m'a coupé le souffle. La SCI Lumière Occitanie avait acheté 2 appartements locatifs à Montpellier. Valeur totale, 460 000 €. Financement. Apport de Bernard Marchand, complété par un emprunt bancaire dont la caution avait été signée par Olivier. La caution. Signée par Olivier. Avec son salaire comme garantie. Le même salaire dont il me disait depuis des années qu'il ne permettait pas de grandes dépenses. Le même salaire pour lequel il demandait que je contribue à 38% des charges du foyer. J'ai pris une photo de chaque document. Je les ai envoyés à Nadège. Puis j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur personnel. Je l'ai intitulé « Éléments ». Et j'ai commencé à classer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé qui que ce soit pour raconter. J'ai classé. 4 semaines plus tard, l'avocat d'Olivier m'a contacté. Maître Sorel. Un homme à la voix posée qui m'a expliqué qu'il serait, dans notre intérêt commun, de régler cette séparation à l'amiable. Il m'a proposé un rendez-vous. J'ai accepté. La réunion avait lieu dans ses bureaux, au 3e étage d'un immeuble du centre de Lyon. J'ai demandé à Nadège de m'accompagner. Maître Sorel a semblé surpris qu'elle soit juriste. Olivier était assis en face de moi. Il portait une veste grise. Il a eu le geste d'esquisser un sourire poli. Je n'ai pas souri. Maître Sorel a énoncé les bases de la proposition d'Olivier. Garde principale. Olivier, appartement de Nantes. Partage des revenus cumulés. Remboursement du prêt des 3 mois couvert par son père. Compensation à négocier. J'ai attendu qu'il termine. Puis j'ai posé sur la table un dossier. Bordeaux foncé, à dos rigide. J'ai dit calmement. Avant de continuer, j'aimerais qu'on parle de la SCI Lumière Occitanie. Le visage de Maître Sorel n'a pas bougé. Celui d'Olivier a changé de couleur. J'ai sorti le premier document, la fiche d'immatriculation de la SCI. J'ai continué. 2 appartements à Montpellier, achetés 19 mois avant la demande de divorce, avec l'argent du père d'Olivier et une caution signée par mon mari. Un mari qui me disait ne pas avoir les moyens de financer un voyage scolaire pour Théo l'an dernier. Silence. Maître Sorel a regardé Olivier. Olivier regardait la table. Ces actifs, j'ai dit, ont été constitués pendant notre mariage, avec des ressources issues du ménage commun. Ils sont soumis à la communauté. Nadège a posé devant l'avocat d'Olivier un second document. L'analyse juridique qu'elle avait préparée. 13 pages. Maître Sorel a demandé une suspension de séance. Ils ont parlé à voix basse dans le couloir. Moi, j'ai bu un verre d'eau. Nadège a regardé son téléphone. Nous n'avons rien dit pendant 7 minutes. Quand ils sont revenus, Maître Sorel avait un nouveau ton, plus doux, plus prudent. Monsieur Marchand reconnaît l'existence de cette structure patrimoniale. Il souhaite explorer un arrangement à l'amiable qui en tienne compte.
Arrangement à l'amiable. 3 semaines plus tôt, il avait changé les serrures de notre maison. Maintenant, il voulait un arrangement à l'amiable. Je suis ouverte, j'ai dit. À condition que la garde des enfants reste partagée à 50-50, que je conserve l'appartement de Nantes dans son intégralité et qu'une expertise indépendante évalue la part de communauté dans la SCI Lumière Occitanie. Olivier a levé les yeux pour la première fois depuis 20 minutes. Il a regardé Maître Sorel. L'avocat a hoché la tête presque imperceptiblement. Puis Olivier m'a regardé. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. De la peur. Pas de la tristesse. Pas du regret. De la peur de perdre le contrôle de ce qu'il avait construit. J'ai fermé mon dossier. Votre bureau peut nous envoyer un projet de protocole d'accord d'ici vendredi. Et je me suis levée. Le vendredi suivant, le projet est arrivé. 142 lignes. Nadège l'a lu en 2 heures. Elle a dit « Il reste du travail, mais la direction est bonne. » Les semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Bernard Marchand, le beau-père, a appelé 2 fois. Il m'a demandé d'être raisonnable. Il a dit qu'Olivier avait toujours été un bon père. Je lui ai répondu que la question de la paternité ne faisait pas l'objet du litige, que la question était patrimoniale, et que son fils avait fait des choix. Il a raccroché. Colette, sa femme, a envoyé un message à ma sœur aînée. Elle lui demandait de m'inciter à ne pas détruire la famille. Ma sœur m'a transféré le message. Sans commentaire. Juste avec un emoji en colère. 2 membres de l'association de parents d'élèves m'ont appelé pour me dire qu'Olivier leur avait parlé de notre séparation. Il avait expliqué que j'avais des problèmes de gestion émotionnelle, que les garçons seraient en mieux encadrés avec lui. J'ai noté chaque appel, chaque message, chaque date, dans un fichier que Nadège m'avait conseillé d'intituler sobrement « Chronologie ». Pendant ce temps, l'expert désigné par le tribunal pour évaluer la SCI Lumière Occitanie avait commencé son travail. Ce qu'il a découvert a tout changé. La SCI avait généré des revenus locatifs depuis 17 mois. Ces revenus avaient été versés sur un compte au seul nom d'Olivier. Montant total. 38 400 €. 38. 400 € perçus pendant notre mariage. Sans déclaration, sans partage, sans mention dans la lettre laissée sur ma table de cuisine. L'expert a également relevé que les charges de la SCI, frais de gestion, assurance, copropriété, avaient été partiellement réglées depuis le compte commun du ménage. Autrement dit, j'avais involontairement financé une structure patrimoniale secrète montée contre moi. Maître Sorel a demandé un nouveau délai. Nadège a refusé. Le tribunal a fixé une audience. L'audience de conciliation a eu lieu un mardi matin, début mars. La salle sentait le papier et le chauffage trop fort. Olivier était assis à 2 mètres de moi. Son avocat à sa droite. Nadège à ma gauche. La juge aux affaires familiales s'appelait Madame Fortier. Elle avait des lunettes rondes et un stylo à billes qu'elle posait et reprenait sans cesse. Elle a commencé par les enfants. Elle a dit que la demande de garde principale par le père serait étudiée à la lumière des conditions de vie offertes par chaque parent. Olivier avait indiqué dans ses conclusions qu'il vivrait dans l'appartement familial de Lyon. Nadège a montré au tribunal que les serrures avaient été changées le soir des valises, sans ordonnance judiciaire. Que les enfants s'étaient retrouvés sans lit fixe pendant 6 jours. Que Théo avait eu besoin d'un suivi psychologique depuis la séparation. Puis elle a posé sur le bureau de la juge le dossier de la SCI. Madame Fortier l'a lu pendant plusieurs minutes. Elle a regardé Olivier. Puis Maître Sorel. Puis elle a posé son stylo. Monsieur Marchand, les revenus locatifs enregistrés dans cette structure ont-ils fait l'objet d'une déclaration commune? Maître Sorel a pris la parole. Ces actifs relèvent du patrimoine propre de mon client. Je vous ai posé la question à lui. Olivier a dit que son père et lui avaient géré séparément cet investissement, avec des fonds en partie prélevés sur le compte commun du ménage, comme l'indique l'expertise. Silence. Madame Fortier a repris son stylo. Et elle a rendu une ordonnance provisoire. Garde alternée stricte. Chaque parent 1 semaine sur 2. Maintien de l'appartement de Lyon au bénéfice de la mère pendant la durée de la procédure. Olivier ayant quitté les lieux volontairement. Gel, conservatoire, des actifs de la SCI. Lumière Occitanie dans l'attente du jugement définitif. Olivier a regardé Maître Sorel. Maître Sorel a regardé le plafond. Pour la première fois depuis la nuit des valises, j'ai respiré complètement. 3 semaines après l'ordonnance provisoire, Nadège m'a appelé un vendredi soir. J'ai quelque chose à te montrer. Viens demain matin. Dans son bureau, elle avait étalé des documents sur la table de travail. L'expert avait continué ses investigations.
Il avait relevé que la SCI Lumière Occitanie n'était pas la seule structure. 6 mois avant de créer la SCI, Olivier avait souscrit une assurance vie à son seul nom, bénéficiaire désigné, sa mère, Colette, montant versé, 24,00 € sur une période de 18 mois prélevé depuis notre compte. Commande 5,24 €, versé chaque mois en petites tranches, 213 €, des montants suffisamment petits pour ne pas déclencher ma vigilance. Je me souvenais de ces prélèvements. J'avais demandé à Olivier il y a 2 ans ce qu'était cette ligne. Assure vie homme. Il m'avait dit que c'était une assurance professionnelle obligatoire. J'avais acquiescé, j'avais financé l'assurance vie de sa mère. Sans le savoir, pendant 18 mois, Nadège a dit calmement, cela s'appelle un détournement de fonds communs, c'est une faute. Grave au sens du droit matrimonial. Ça change le quantum de la prestation. Compensatoire. J'ai regardé les chiffres sur la table, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti quelque chose de froid et de net, comme une vitre, propre sur une matinée d'hiver. La clarté totale. Le jugement définitif est tombé 5 mois plus tard. Garde alternée. Confirmé appartement de Lyon attribué à ma résidence principale jusqu'à la majorité des enfants, avec participation d'Olivier aux charges, appartement de Nantes, maintenu dans mon patrimoine propre, sans partage, SCI, Lumière Occitanie. Part de communauté évaluée à 43% de la valeur nette des actifs. Montant en ma faveur, 87 200 €. Versé en 2 échéances. Assurance vie, remboursement intégral des prélèvements communs, soit 24 000 €. Olivier a appelé le soir du jugement. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message, disant qu'il souhaitait qu'on reste en bons termes pour les enfants. J'ai rappelé le lendemain. J'ai dit que je souhaitais la même chose et que pour ça, il suffisait de respecter le calendrier de garde et les décisions du tribunal. Rien d'autre. Ma belle-mère, Colette, m'a envoyé un message 2 semaines plus tard. Tu as détruit cette famille. Je n'ai pas répondu. Bernard Marchand n'a plus appelé. Théo, mon fils aîné, m'a dit un soir que papa avait l'air un peu triste. Je lui ai dit que papa et moi avions eu des désaccords, que nous l'aimions, tous les deux, et que sa tristesse à lui n'était la faute de personne. Ce soir-là, je lui ai lu une histoire jusqu'à ce qu'il s'endorme. Comme avant. Exactement comme avant. Quelques semaines plus tard, j'ai utilisé une partie des fonds récupérés pour agrandir la chambre de Lucas, qui rêvait d'une mezzanine depuis des années. Le soir de l'installation, il a dit que c'était le meilleur jour de sa vie. J'ai refermé la porte sur son sourire, et j'ai su que c'était suffisant. Ce que cette histoire m'a appris, ce n'est pas qu'il faut se méfier de tout le monde, c'est qu'il faut rester les yeux ouverts, même dans la confiance, même dans l'amour, parce que certaines personnes construisent leurs plans sur votre naïveté. Ils comptent sur le fait que vous leur faites trop confiance pour vérifier, que vous signez sans lire, que vous acceptez les explications sans questionner. La chose la plus puissante que j'ai faite dans toute cette affaire, ce n'est pas d'avoir confronté Olivier, ce n'est pas d'avoir gagné devant le tribunal, c'est d'avoir, un soir de novembre, décidé de ne pas signer sans comprendre, de ne pas jeter les documents, de ne pas effacer les preuves. La confiance aveugle n'est pas une vertu. La vigilance tranquille. Si ici aujourd'hui vous êtes dans une situation où quelqu'un profite de votre silence, sachez ceci. Les preuves existent toujours quelque part. Les traces ne disparaissent pas. Et la justice, lente ou rapide, finit toujours par lire les documents. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qu'auriez-vous fait à ma place? Le soir où vous avez vu apparaître cette notification sur la tablette d'Olivier, auriez-vous confronté immédiatement? Ou auriez-vous attendu collecter, préparer, comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que la vraie force n'est pas dans le cri. Elle est dans la méthode. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a aidé à voir quelque chose plus clairement, pensez à vous abonner à cette chaîne. Chaque semaine, de nouvelles histoires vraies dans leur essence, vraies dans leur leçon. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Cette histoire est entièrement fictive et a été créée à des fins de divertissement et de sensibilisation. Toute ressemblance avec des personnes réelles, des événements ou des lieux serait purement fortuite.